Bonjour, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'APDL, l'Association pour la protection des données au Luxembourg, dans le cadre de la Cybersecurity Week Luxembourg sur le thème Application de traçage Covid-19 et vos données personnelles. Je vais rapidement vous parler de l'APDL et vous expliquer l'outil, puis je laisserai la parole aux deux experts que vous voyez sur votre écran. Alors, à propos de l'APDL, l'Association pour la protection des données au Luxembourg a pour but de favoriser les contacts et les échanges et d'être un lieu de rencontre entre toutes les personnes pratiquant de manière régulière le droit, l'économie, l'ingénierie ou la recherche scientifique et technique en relation avec les questions et problématiques liées au traitement de données à caractère personnel. Elle a également pour but de rapprocher les chargés à la protection des données, de contribuer à la diffusion de la connaissance, de créer des liens au Luxembourg et à l'étranger, et aussi d'entreprendre des actions de représentation en vue de défendre les intérêts des membres et les intérêts de l'association. Voilà, concernant l'APDL. Concernant l'outil sur lequel vous êtes, Livestorm, donc vous avez sur votre droite l'onglet chat qui vous permet d'échanger avec les autres participants et les intervenants pour poser vos questions notamment à la fin de la présentation. Voilà, je vais vous montrer ici. La présentation durera 30 minutes et il y a une session de Q&A qui est prévue à la fin. Je laisse donc la parole à Maître Renaud Le Squaren et Madame Emma Godwin, qui sont tous deux administrateurs de l'association. Bon webinaire. Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Comme le titre l'indique, on va parler des applications Covid et des différents moyens qui ont pu être développés par les États européens, notamment dans le but de lutter contre l'expansion de la pandémie du Covid-19. Donc, je vais laisser la parole à Emma qui va introduire le sujet. Merci Renaud. Bonsoir tout le monde. Le Covid-19 est la première pandémie à être abordée de façon technologique. Les réseaux sociaux ont implémenté des centres d'information sur la maladie et des réseaux de neurones superordinateurs et des modèles mathématiques ont été développés pour les objectifs divers, y compris la détection des cas de SARS-CoV-2, les tests de dépistage rapide pour des médicaments et des traitements et le traçage des contacts. La nature de plus en plus interconnectée de la société moderne rend les smartphones un grand réservoir des informations utiles qui peuvent bénéficier le travail de la santé publique. Plusieurs entreprises d'informatique ont lancé des applications de traçage fondées sur la technologie Bluetooth à basse énergie. Ces programmes informatiques ont quand même des limitations. Tout d'abord, ils ont besoin d'être téléchargés par un grand pourcentage des utilisateurs avant d'être entièrement utiles. Pour fonctionner, la connexion de Bluetooth doit être toujours allumée. L'appareil a besoin d'être relié à l'Internet au moins une fois par jour pour transmettre les clés de décryptage au serveur central. Cette approche peut poser des problèmes pour les gens âgés de plus de 65 ans qui ont moins ou aucun accès à l'Internet et moins de connaissances dans ce domaine. Ces applications peuvent masquer un point essentiel grâce aux caractéristiques de la coronavirus et son syndrome associé SARS-CoV-2. Étant donné que le taux de patients asymptomatiques est élevé, souvent ces sujets se rendent compte qu'ils sont positifs tard, au moment où ils ont probablement déjà passé l'infection à leur cercle de contact et par hasard. Beaucoup de ce groupe ne découvrent pas qu'ils sont infectés par le Covid-19. Des jeunes infectés de manière légère pourraient infecter des gens du même âge qui resteraient soit asymptomatiques ou post-symptomatiques. Cette situation aboutirait dans une chaîne silencieuse d'infection qui pourrait se manifester chez une personne âgée qui n'avait pas téléchargé l'application ou ne savait pas comment cela fonctionnait. Il s'ensuit qu'un paradoxe pourrait se produire. Ces applications auraient une importance épidémiologique pour les sujets plus âgés qui sont moins en danger avec ces programmes informatiques de traçage et plus méfiants d'une fuite de données personnelles.
Le consensus veut que les applications de traçage ont le potentiel d'aider à ralentir la pandémie, à encourager des gens potentiellement infectés de se faire tester et de prendre des mesures de limiter la propagation de la maladie. Mais l'opinion dominante est que ces applications de traçage sont un outil parmi plusieurs pour prévenir le COVID-19. Cependant, des problèmes techniques et de sécurité, des soucis concernant l'atteinte à la vie privée ont empêché les applications de traçage et leur impact sur la pandémie n'est pas clair. Je passe la parole maintenant à Renaud. Alors, voilà le sommaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'application Covid française telle qu'elle a été développée, avec une analyse critique de ce qui a été fait, des bons points et des points ouverts en termes de protection des données, quelques alternatives aux applications, que ce soit par le papier ou autres, qui ont pu ou qui sont en parallèle utilisées dans différents pays. Et ensuite, Emma présentera les différents types d'applications qui peuvent exister dans d'autres pays européens. Alors, on ne pouvait pas mieux choisir le timing, puisque à 17h aujourd'hui, il y a une conférence de presse en France pour présenter la nouvelle application anti-Covid qui a été lancée par le gouvernement français. C'est intéressant, je lisais la fac qui a été mise en ligne il y a quelques minutes, je lisais ça avant le début du webinaire, donc je vais pouvoir un peu intervenir sur ce qui existait, puisque c'était la thématique et c'est ça qu'on va présenter, mais également sur peut-être un certain nombre d'évolutions, bon, sur base de ce que j'ai pu lire il y a simplement quelques minutes. Alors, l'idée des applications, comme le disait Emma, c'est d'utiliser la technologie pour lutter contre l'expansion, le développement de cette pandémie. C'est une première dans l'histoire. Évidemment, ça ouvre des interrogations, comme à chaque fois qu'il y a une innovation, eh bien, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des interrogations qui sont la plupart du temps extrêmement légitimes, auxquelles il faut répondre. L'idée de cette application, c'est de permettre d'identifier des personnes qui se sont croisées pendant un certain temps. Et quand l'une de ces personnes est informée qu'elle est malade, eh bien, elle le notifie dans l'application et l'application va regarder les personnes qui ont été croisées au cours des 7 jours précédents et va leur envoyer une notification. De cette manière, l'idée est de dire les personnes qui ont été en contact dans les jours précédents, la déclaration, disons, le fait qu'une personne ait été malade, vont avoir cette information, vont pouvoir s'isoler et à ce moment-là vont limiter la propagation si elles-mêmes ont été infectées lors de ce contact. Donc ça, c'est l'idée de base. Bien entendu, comme à chaque fois qu'il y a des traitements de données personnelles, se pose la question de la finalité, se pose la question de la durée de conservation, se pose la question des droits d'accès à ces données. De manière générale, qu'est-ce qui est derrière ça? C'est toujours pareil, c'est la confiance des gens dans ces outils technologiques et le fait qu'ils ne vont pas être détournés de leur finalité initiale. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été prévues, que ces applications soient temporaires, reposent sur le volontariat, donc les gens doivent les télécharger. Cette application n'a pas eu énormément de succès en France. Si je peux me permettre un point de vue personnel, je trouve ça un peu dommage, mais il y a peut-être eu des communications qui ont été maladroites. Mais utiliser aujourd'hui des outils technologiques dans notre quotidien pour travailler, par le télétravail, pour chercher notre chemin, par les applications de géolocalisation et les Google Maps, les Waze, etc., on le fait tous les jours. Considérer que cette application, par nature, parce qu'elle est développée par l'État, sera plus intrusive que des outils qui existent déjà, je trouve que c'est dommage d'arriver là. Au contraire, c'est un outil parmi d'autres, bien évidemment, c'est loin d'être le seul et heureusement, mais c'est un outil parmi d'autres qui doit permettre de lutter contre cette pandémie. On voit aujourd'hui qu'il y a une flambée des cas de contamination. Il y a quand même 2 pays en Europe qui ont reconfiné leur population, l'Irlande et le Pays de Galles. C'est pour ça que tous les outils et les bonnes volontés doivent être utilisés. Alors, comment fonctionnait cette application? Et a priori, de ce que j'ai lu, ça fonctionne toujours de la même manière pour la nouvelle version. Lorsqu'une personne a été en contact
eh bien, il faut que le contact ait duré pendant au moins 15 minutes, à moins d'1 mètre. Il faut que les 2 personnes utilisent l'application. Donc, évidemment, là, on a tout de suite les limites de l'utilisation. Si vous ne l'avez pas téléchargé, finalement, ça va avoir une efficacité bien moindre. Et on a vu que, même au plus haut niveau de l'État, il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisaient pas. Donc, c'est dommage. Alors, l'un des problèmes qui était soulevé, c'était le tracing, la capacité à identifier les téléphones à proximité. La technologie qui a été utilisée n'était pas la géolocalisation, mais le Bluetooth. Alors, il y avait une problématique, c'est qu'avec Android, on ne peut pas activer le Bluetooth sans activer le positionnement. J'ai regardé ce point dans la fac pour la nouvelle version. Eh bien, on va devoir également activer le positionnement, mais il y a un engagement ferme de ne pas enregistrer les données de géolocalisation. Donc, on va activer l'option, mais elle ne sera pas en pratique utilisée dans la nouvelle version. Au niveau du stockage, il y a 2 possibilités, l'approche centralisée et l'approche décentralisée. L'approche décentralisée permet de stocker directement sur les smartphones un certain nombre de données et de les circuler entre les différents smartphones, alors que l'approche centralisée, eh bien, ce sont des serveurs centraux qui vont recevoir l'information et qui vont la diffuser. La France a choisi l'approche centralisée. Dans la nouvelle version, elle maintient cette approche et donc elle considère, et d'ailleurs c'est assez surprenant de lire la fac parce que je la trouve assez virulente sur les autres approches en termes de sécurité. Ils disent simplement que la leur est plus sûre que les autres, dont acte. Mais ils considèrent que c'est la solution en termes de garantie de sécurité, notamment contre le piratage, la meilleure. Bon. Bien évidemment, qui dit approche centralisée dit lieu de localisation des données. Il y a une recommandation de l'autorité de surveillance des protections des données françaises, que ce soit sur le territoire de l'Union européenne uniquement. La durée de conservation, qui est un point classique en matière de protection des données, ici on nous dit que ça va durer 6 mois. Il faut ajouter à cela qu'il est à nouveau redit, et c'était déjà le cas dans la version 1, mais dans la nouvelle version de cette application, c'est confirmé, elle a vocation à être temporaire, donc c'est une application qui va être effacée. Les données qui sont collectées vont également être effacées lorsque la pandémie aura été maîtrisée. Donc on parle d'une durée de conservation de 6 mois, avec des historiques de proximité qui sont conservés 15 jours. Se posait la question, et il y a eu un certain nombre de spécialistes en informatique qui ont levé le lièvre, est-ce que ces données vont être transférées hors de l'Union européenne? Alors, la promesse du gouvernement français était que ce ne soit pas le cas, que ce soit exclusivement au sein de l'Union européenne. Il y a eu des débats sur le fait de savoir si certains prestataires externes qui intervenaient dans le développement et l'utilisation de l'app ne transféraient pas ces données hors de l'Union européenne. Semble-t-il, dans la nouvelle version, ce débat est clos et c'est à nouveau garanti que ça n'arrive pas. Alors, il y a eu pas mal de débats publics sur, et c'est probablement l'existence même de ces débats publics qui a rendu l'utilisation de cette application assez peu, le succès de cette application plutôt assez faible. Il y a eu d'un côté des experts techniques qui disaient ces fonctionnalités vont être difficiles à mettre en œuvre parce que ça va contacter pas uniquement cette limite de 1 mètre, mais ça va aussi passer auprès de gens qui ont été un petit peu plus loin ou un petit peu moins longtemps en contact. Et donc, ça va biaiser le résultat. Oui, c'est possible. Pour autant, vaut mieux recevoir une information erronée que pas d'information du tout lorsque le cas Covid est avéré. Le deuxième élément qui n'a pas fonctionné dans ce développement, c'était la base du volontariat. Alors, pour le coup, moi, je suis pour le volontariat plutôt que d'imposer quoi que ce soit. Mais le résultat, c'est qu'il y a eu très peu de téléchargements. Et parmi les 2,3 millions de personnes qui l'ont téléchargé, il y en a au moins la moitié qui l'ont effacé très rapidement. Donc, à l'arrivée, il n'y avait pas assez de monde qui l'ont utilisé. Bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, que les 2 personnes qui sont en contact aient téléchargé cette application. Une autre limite concernait le Bluetooth, données pas assez précises. Ça a été répété par les experts techniques
que ça pouvait avoir des bugs, c'est-à-dire informer des gens qui, en réalité, n'ont pas passé ces fameuses 15 minutes à 1 mètre d'un cas de Covid avéré, simplement parce qu'ils ont croisé quelqu'un et que le Bluetooth les a identifiés, dont acte, y compris le fait que ça passe au travers des murs. Et donc, si vous n'êtes pas dans la même pièce, vous pouvez être à moins d'1 mètre, mais le risque de contamination est très, très limité. Il y avait les incertitudes par rapport à l'utilisation de technologies Apple et Google, donc de transfert vers des pays, vers les États-Unis, particulièrement aujourd'hui avec l'arrêt Schrems qui a interdit, en tout cas, mis à néant les accords du Privacy Shield, donc qui permettaient sur cette base, il y a d'autres bases, mais qui permettaient sur cette base de transférer des données vers les États-Unis. Apple et Google souhaitaient qu'il y ait un certain nombre de fonctionnalités qui soient appliquées parce que c'est leurs habitudes par rapport notamment à la manière dont ils distribuent les apps. Là, il y a eu un débat entre Apple et Google et le gouvernement français. Et donc, ça a également ralenti les téléchargements de l'application. Alors, comme je viens de vous le dire également en introduction, en ce moment même, il y a une conférence de presse par le secrétaire d'État français qui présente la nouvelle version de Stop Covid. De ce que j'ai compris, c'est la même version que la précédente d'un point de vue technologique, avec des améliorations en termes de fonctionnalité, donc beaucoup plus de possibilités d'avoir accès à des cartes sur le développement en temps réel de la pandémie, sur les lieux de dépistage, et beaucoup plus d'informations. On parle de quelque chose de plus ergonomique, mais les aspects techniques que je viens de présenter, je viens rapidement d'exposer, restent les mêmes. On est toujours sur un modèle centralisé, on est toujours sur un modèle de Bluetooth, on est toujours sur un modèle où les versions Android doivent activer la géolocalisation, mais le gouvernement garantit que cette géolocalisation ne sera pas enregistrée et ne sera donc bien évidemment pas utilisée. Donc on est sur une version un peu plus simple, mais qui manifestement semble quand même très très proche de ce qui existait avant. À voir si la communication qui va être faite sur la France rendra un petit peu les utilisateurs plus confiants par rapport au traitement des données qui va en être fait. Alors, les apps, c'est une des réponses technologiques, c'est la seule réponse technologique aujourd'hui qui permettent d'aider à lutter contre cette pandémie. Je redonne encore une fois mon point de vue personnel. Je suis extrêmement favorable à ce genre d'outils parce que je pense que tout ce qui va permettre de lutter contre l'expansion est le bienvenu et qu'encore une fois, l'utilisation quotidienne que nous avons de nos smartphones ne me semble pas moins intrusive, elle l'est souvent beaucoup plus que ce type d'outils qui sont gérés par la force publique et donc soumis au contrôle du Parlement, au contrôle des citoyens, in fine, de manière beaucoup plus grande que peuvent l'être certains opérateurs économiques privés. Il y a d'autres moyens pour aider le tracing. Donc, simplement, rapidement, pour en présenter quelques-uns, la Belgique a mis en place des registres papier à l'entrée des lieux publics. Et donc, les personnes doivent indiquer leur nom, numéro de téléphone sur ce registre. Ces registres sont détruits après 14 jours. Donc, est-ce qu'un registre papier est plus intrusif, moins intrusif qu'une app? Ça, c'est un débat. De mon point de vue, ce ne sont pas des choses qui sont dangereuses en termes de confidentialité. Pour autant, évidemment, il faut respecter les règles qui sont émises par le RGPD, puisqu'un registre papier est également soumis au RGPD. Il y a en Belgique également le système Corona Alert, et donc les médecins qui vont constater, après avoir fait les analyses, qu'une personne est positive, vont envoyer le résultat par un code, un QR code qui va permettre à la personne d'aller chercher le résultat sur une app. Donc là également, on se pose, puisque c'est un outil technologique, exactement les mêmes questions que celles des apps de détection de cas contacts, celles qu'on vient de présenter. Ici, on utilise une technologie qui est développée par Apple et Google,
la notification d'exposition, donc quelque chose qui est différent de la France, avec des données qui sont anonymisées, cryptées, enfin pseudonymisées, pardon, pas anonymisées, pseudonymisées, et qui permettent d'informer les gens, le cas échéant, qu'ils ont également été des cas contacts par la suite. Donc la durée de conservation ici est de 14 jours. En Allemagne, Corona Warn App, système décentralisé, là où la France a opté pour un système centralisé. L'idée, c'est toujours la même chose. Centralisé, il y a une base de données avec toutes les informations. La France dit c'est plus sûr et en plus, c'est sous l'ombrelle de l'État, donc la sûreté publique est garantie par ce biais. A contrario, la version décentralisée, elle est sur chacun des téléphones, mais elle est partagée. Donc voilà, les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. On voit que ce ne sont pas les mêmes solutions. Ce qui, à mon avis, tout le monde est d'accord là-dessus, et ce sera la thématique d'Emma, il est bien dommage qu'il n'y ait pas une unification des systèmes d'app au niveau européen. Ça rendrait des choses beaucoup plus simples, notamment pour les gens qui circulent entre les différents pays. Et à Luxembourg, on circule beaucoup entre les différents pays. Mais la solution allemande est utilisée dans beaucoup plus de pays que la solution française, qui, sauf erreur de ma part, est très franco-française pour le moment. Ici également, on est sur une durée de conservation de 14 jours. Santé publique France et un certain nombre d'autres pays également utilisent des enquêtes. Donc, il s'agit de questionnaires qui sont remplis donc, sur une base volontaire en ligne sur un système qui s'appelle CAWI, Computer Assisted Web Interview. C'est une surveillance qui permet de mesurer le bien-être et la santé des gens pendant l'épidémie de Covid, puisque aujourd'hui, ce que les gens anticipent beaucoup, les médecins anticipent beaucoup, c'est les risques liés à la santé mentale de tous ces chamboulements que nous vivons en termes de transport, en termes de famille, en termes de télétravail, de travail, etc., sans parler des aspects purement économiques. Donc, il y a aussi, outre le tracing de la maladie et de son expansion en tant que telle, besoin d'informations sur la santé mentale des uns et des autres. À Luxembourg, il y a l'application Maelea. C'est une surveillance médicale à distance des patients qui ont été testés positifs. Et donc là aussi, il y a des personnes qui téléphonent et qui vérifient comment se passent les choses. Donc c'est également un moyen de collecter des informations personnelles. Et donc là, ça se fait également sous l'ombrelle de l'État avec toutes les sécurités, notamment liées au secret médical également, qui sont en place. Alors, la Commission européenne a donné son accord pour l'utilisation de telles applications. Bien entendu, elle a mis un certain nombre de garde-fous, qu'elles soient gérées par des autorités publiques, que ce soit sur une base volontaire anonyme et que ça puisse fonctionner également au-delà des frontières nationales, et qu'il y ait la possibilité, ou plutôt c'est sur une base volontaire, donc chaque personne peut la désactiver, mais au-delà de ça, que les États s'engagent à les désactiver une fois que la crise sanitaire sera terminée. Autant dire que pour le moment, on n'a pas idée de quand ça arrivera. Donc, je vais laisser la parole à Emma, mais pour conclure sur ce volet, on a présenté la solution française qui semble un petit peu stand-alone en Europe. L'idée, c'était de présenter des solutions qui sont techniquement différentes, qui ont néanmoins toutes le même but, utiliser des technologies que nous utilisons encore une fois tous les jours au quotidien pour faire mille et une choses très utiles. Et donc, de mon point de vue, les garanties qui sont aujourd'hui présentées, en tout cas affirmées, puisque il faudrait faire des audits pour tout vérifier, bien entendu, mais les garanties qui sont données par les États me semblent plus que satisfaisantes pour garantir le respect du RGPD et donc permettre aux citoyens que nous sommes d'utiliser ces applications en toute sérénité. Et je cède la parole à Emma. Merci beaucoup, Renaud. Alors, passons maintenant à l'application Covid au niveau européen. Tout d'abord, pourquoi utiliser une application pour tracer des contacts? En fait, le traçage des contacts est un pilier de contrôle des infections depuis des décennies, de la notion que les applications pourraient soutenir ce processus. Le traçage des contacts traditionnel et sommaire
Les notifications sont souvent faites par téléphone et il existe des limitations. C'est un travail chronophage et laborieux et pourrait rater des expositions potentielles, par exemple sur les transports publics. Avant que les vaccins et traitements soient disponibles, les seuls moyens pour prévenir des infections sont l'isolation des cas, le traçage des contacts et la quarantaine, la distanciation sociale, la décontamination et des mesures d'hygiène. Implémenter des mesures au bon moment est essentiel pour comprendre les routes et le timing de transmission. Donc, il s'ensuit que l'idée de traçage immédiat est attirante si cela produit une réduction dans la proportion des cas ayant besoin d'isolation et le nombre de contacts obligés de se mettre en quarantaine pour maîtriser l'épidémie. Les smartphones qui pourraient automatiser le processus pourraient expédier les notifications et élargir leur portée auprès des personnes à risque. Leur but, tracer des chaînes d'infection en informant les utilisateurs qui ont rencontré une personne qui a reçu un résultat positif par la suite. La Commission européenne a reconnu que les applications de traçage satisfont aux 4 fonctions. Vous voyez là sur le slide. En fait, c'est seulement le deuxième et le troisième fonction qui provoqueront probablement des défis dans le domaine de la protection des données. Mais passons maintenant aux questions comment fonctionnent les applications de traçage. Comme Renaud a indiqué, les applications suivent 2 pistes pour traiter des données et identifier les opportunités de transmission. Globalement, dans le cas des applications centralisées, un serveur gouvernemental rassemble les données des utilisateurs et détermine qui aurait pu subir une exposition au Covid-19 et aura besoin d'être averti. Par contre, les applications décentralisées dépendent des smartphones des utilisateurs pour enregistrer des identifiants anonymisés de smartphones dans une certaine proximité. Ces applications signalent des expositions possibles en faisant une comparaison avec ce registre et une liste d'utilisateurs qui ont testé positif. En général, les applications décentralisées ne partagent pas d'informations personnelles, mais quelques-unes permettent au gouvernement de rassembler des données, par exemple le nombre d'utilisateurs qui ont reçu une alerte. Toutes les applications développées avec l'interface de programmation applicative Google API sont décentralisées. Le genre d'application de traçage le plus efficace a été un sujet de débat, mais la tendance globale s'acheminait vers les approches de traçage décentralisées au lieu des approches centralisées, adoptées dans une période antérieure de la crise sanitaire. Pour dépister des rencontres qui causeraient la transmission virale, les applications utilisent soit le GPS ou le Bluetooth ou une combinaison des deux. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque technologie. Comme Renaud a indiqué, le GPS est précis à l'extérieur, en fait à moins de 3 mètres, et sa précision à l'intérieur est pire. Les applications basées sur le GPS posent des soucis de sécurité plus graves car ils rassemblent des informations sur la localisation des gens. Dans l'ensemble, les estimations de proximité de la technologie Bluetooth sont plus solides. Néanmoins, elles peuvent produire des faux positifs et les signaux de Bluetooth peuvent être perturbés par des objets dans l'environnement. On reviendra sur les applications décentralisées en plus de détails prochainement. Je passe maintenant aux applications décentralisées concernant leur traitement, le stockage et le traçage à proximité. Suite aux réserves à propos des applications de traçage centralisées renvoyant des contacts à une base de données dans une infrastructure centrale, une approche de traçage qui préserve la vie privée, entre guillemets, a été proposée par DP3T, un consortium nommé Decentralized Privacy Preserving Framework, un ensemble de règles développées en tandem par le monde universitaire et l'industrie. Le système DP3T est basé sur l'émission des identifiants transmis par le Bluetooth à basse énergie et sauvegardé sur le smartphone de l'utilisateur.
Des autres utilisateurs à proximité peuvent recevoir et sauvegarder ces identifiants. Si une personne infectée est dépistée, leur smartphone est autorisé à envoyer leur identifiant au serveur qui émet les identifiants aux utilisateurs du système. L'application fait une comparaison entre les identifiants reçus et la liste des identifiants sauvegardés. S'il y a un match, l'application envoie une notification à l'utilisateur pour leur informer de ce rencontre avec une personne infectée. Du point de vue de l'architecture, le système DP3T a besoin d'un serveur et les smartphones des utilisateurs sur lesquels l'application est installée. On suppose l'existence d'une autorité de santé. Si on prend l'exemple que Renaud nous a montré, on pourrait dire Santé publique France. Et alors, deux processus sont définis. Je passe maintenant au traitement et stockage des identifiants par DP3T. Et là, vous voyez qu'on a la clé secret. Ça, c'est représenté par SK sur le slide. Et puis, T représente le jour actuel. Et la même clé est rafraîchie chaque jour avec une fonction d'hachage. Et si la clé est compromise, toutes les clés secrètes ultérieures sont découvertes, mais les clés secrètes précédentes ne sont pas révélées. Et sur la prochaine slide, vous voyez la production et stockage des identifiants par DP3T. On a encore une fois la clé secrète. Et cette clé secrète produit une série d'identifiants temporaires, FID, Ephemeral Identities, en utilisant une fonction PRF et PRG. Et ça, c'est le chiffrement AS Encounter Mode. Et pour éviter le traçage d'emplacement, le traçage de localisation, chaque identifiant temporaire a une validité limitée de quelques minutes. Donc, les identifiants temporaires sont reçus par utilisateurs à proximité par des signaux du Bluetooth à basse énergie. Chaque identifiant temporaire est sauvegardé par ces utilisateurs avec une mesure d'exposition, l'atténuation du signal et le jour où le radiophare ou le signal a été reçu. Et l'application de chaque utilisateur sauvegarde leur propre clé SKT. Et sur le prochain slide, vous avez le traçage à proximité par DP3T. Et si on commence avec la position 1, le processus est déclenché quand un utilisateur est diagnostiqué comme infecté par l'autorité de santé, qui est responsable pour les notifications des résultats. L'autorisation aux utilisateurs de télécharger des informations sur le serveur et le calcul du temps pendant lequel le patient est contagieux. Et si on passe maintenant au numéro 2, là, quand une personne est diagnostiquée comme contagieuse et autorisée par l'autorité de santé, par exemple par une code d'autorisation, la clé SKT et la première journée T sont téléchargées. La première journée T, en fait, on a dit c'est le jour actuel, et le jour où la personne a été considérée contagieuse. Numéro 3, là, on voit que le serveur recevra un paire de ces clés SKT, T, de chaque individu infecté. Les paires SKT différents sont téléchargés périodiquement par des utilisateurs enregistrés. Et finalement, point 4, les utilisateurs, avec leurs applications, peuvent faire le calcul de la liste des identifiants temporaires associés avec un paire donné. Au cas où un FID ou un identifiant temporaire est inclus dans leur liste sauvegardée, cela veut dire que l'utilisateur était en contact avec une personne infectée.
Ensuite, pour chaque signal ou radiophare qui est un match, les données concernant le temps que le radiophare a été reçu et la mesure d'exposition est envoyée à un élément pour l'estimation de l'exposition qui vise à estimer la durée de l'exposition du utilisateur aux utilisateurs infectés dans la période précédente. Le principe est que le serveur n'émet que ces informations au lieu de traiter des données. Par la suite, ce consortium proposait une modification qui visait à améliorer les aspects concernant la vie privée aux dépenses des critères de performance plus fortes pour le lien potentiel des identifiants temporaires. À titre d'exemple, l'utilisateur pourrait choisir de ne pas partager des identifiants partagés qui correspondaient à une période spécifique, par exemple le dimanche matin. Cette approche utilise des filtres cuckoo, c'est-à-dire les identifiants des personnes infectées sont hachés et sauvegardés. Finalement, une autre alternative a été définie par le consortium DP3T qui combine des avantages des modèles précédents et s'appelle Hybrid Decentralized Proximity Tracing. Dans ce modèle, les identifiants temporaires sont produits comme dans le premier modèle, mais ces identifiants ne sont pas téléchargés sauf si ils sont pertinents pour l'estimation d'exposition des autres utilisateurs. Et vous l'avez ça sur le prochain slide. Selon DP3T, ce modèle que vous voyez sur le slide ressemble étroitement à l'interface de programmation applicative de la notification d'exposition, Exposure Notification API, développée par Google et Apple. Les créneaux horaires sont un jour. La proximité des autres utilisateurs est dépistée par la collecte des identifiants pseudo-anonymisés qui sont transmis par le Bluetooth à basse énergie et sauvegardés sur le smartphone de l'utilisateur. Le code source de cette interface, y compris les applications smartphone pour Android et iOS, le serveur et la documentation sont sur GitHub. Les smartphones sauvegardent ces identifiants reçus pendant 14 jours pour protéger la vie privée des utilisateurs. Des informations relatives aux identifiants ne sont pas retenues. Des nouvelles clés d'exposition temporaire sont produites tous les 24 heures. Une fois diagnostiqué avec COVID-19 avec un résultat positif, un utilisateur peut décider d'informer les autres en téléchargeant une partie de ces clés temporaires utilisées pendant les derniers 14 jours sur un serveur central, régulièrement. Vérifié par des autorités de santé. Les applications de traçage basées sur cette interface Google Apple téléchargent des clés diagnostiques partagées du serveur central régulièrement, mettre en relation avec l'histoire locale des rencontres sur le Bluetooth à basse énergie. Et s'il y a un match, l'utilisateur est informé de leur exposition à une personne infectée pendant les 14 jours précédents. Les clés partagées n'identifient pas personnellement les usagers et toutes les données liées au traçage des contacts restent sur le smartphone. Le consortium DP3T a proposé une amélioration pour des systèmes divers de traçage à proximité qui s'appelle FID Spreading with Secret Sharing. Le but de cette approche est de bloquer un attaquant de pouvoir enregistrer un événement à proximité, même si la durée était courte ou la distance entre des gens était longue. Un tel attaquant pourrait obtenir un grand nombre d'identifiants avec lesquels on pourrait déduire des informations supplémentaires concernant un certain utilisateur. Pour atténuer ces effets, l'approche prise divise chaque identifiant en plusieurs parties et chaque partie est transmise avec un signal de Bluetooth à basse énergie. L'inconvénient, c'est qu'un récepteur potentiel doit obtenir un minimum nombre de parties pour pouvoir reconstruire l'identifiant temporaire, le FID, qui correspond. Chaque fois qu'un utilisateur est diagnostiqué avec COVID-19, il ou elle partage les clés d'exposition temporaire les plus récentes, c'est-à-dire celles qui couvrent les derniers 14 jours avec un serveur central. Le mécanisme suivi par l'utilisateur pour signaler les clés d'exposition temporaire sera décidé par leur autorité de santé, par exemple avec un mot de passe à usage unique,
mais ce n'est pas précisé par le protocole. Le serveur rassemble l'ensemble des clés d'exposition temporaire reçues et les utilisateurs du système de modification d'exposition téléchargent cette liste de clés périodiquement. Si un utilisateur n'est jamais diagnostiqué avec COVID-19, avec un résultat positif, les clés d'exposition temporaire restent sur les smartphones. Donc, dans cette slide que vous voyez sur l'écran, les RPI, le Rolling Proximity Identifiers, sont rafraîchis chaque fois que l'adresse randomisée du Bluetooth à basse énergie est changée, c'est-à-dire tous les 15 minutes, pour prévenir la possibilité de faire le lien entre identifiant et le traçage sans fil. Passons maintenant aux troisième partie, la comparaison des différents États membres. Le DP3T consortium vise à respecter le RGPD et la directive e-privacy, qui priorisent la limitation d'usage des données et du stockage des données. En utilisant un service décentralisé, les objectifs sont, premièrement, d'augmenter la protection dans l'application de la vie privée et des données à caractère personnel, afin d'éviter un manquement des données qui aboutirait dans la réidentification des utilisateurs finaux. Et deuxièmement, de minimiser la collection des informations en rassemblant seulement les informations anonymisées des personnes infectées et de se débarrasser des informations de traçage des personnes non atteintes du virus. La différence principale avec l'initiative européenne est la méthode de chiffrer. Et des solutions techniques adoptées par des gouvernements doivent prendre en compte plusieurs implications juridiques, sociétales et éthiques. Ces aspects sont étroitement liés. Des mesures sont obligées d'être en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et ne peuvent pas engager dans des actions disproportionnées et inutiles. Et on fait référence là à l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 52 de la Charte européenne des droits fondamentaux. En outre, selon la directive e-privacy et le RGPD relatif aux données concernant la localisation, des données à caractère personnel est donc soumise au niveau élevé de protection, même si ces données sont traitées par les autorités publiques ou par des entreprises privées. Les applications de traçage sont donc dans la portée du RGPD. N'importe quelle technologie est utilisée pour tracer des contacts. L'analyse de l'atteinte sur la vie privée du protocole DP3T, c'est que identifiants temporaires sont susceptibles des attaques de réidentification et donc méritent la modification que ces données doivent être traitées en tant que les données à caractère personnel. Il est important que les acteurs dans les processus de traitement sont identifiés et suffisamment qualifiés, car cela déterminera l'allocation des responsabilités et les obligations selon la directive. Les données émises par les smartphones sont aussi protégées en tant que données d'emplacement dans les directives e-privacy. Et l'article 5, paragraphe 3 du e-privacy directive est valable pour toute entité qui installe ou qui lit des informations des smartphones. Il est prescrit que le stockage des informations sur un appareil ou l'accès aux informations déjà sauvegardées sont seulement permis avec le consentement de l'utilisateur et que l'accès est strictement nécessaire pour l'application installée ou activée par l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur souhaite être informé en cas de leur rencontre avec une personne infectée. Donc, le téléchargement des identifiants temporaires sur le serveur central requiert le consentement éclairé de l'utilisateur puisque ce n'est pas strictement nécessaire pour le fonctionnement de l'application. En outre, ces données seront probablement catégorisées dans la catégorie spéciale des données à caractère personnel. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par des autorités de santé, le Board européen pour la protection des données et la Commission européenne favorisent l'application d'articles
6, 1C et E, et article 9, paragraphe 2, G et I, RGP2, en tant que base légale. C'est-à-dire l'installation et l'utilisation de l'application de traçage doivent seulement être volontaires, quelles que soient les bases légales qui justifient le traitement. Et deuxièmement, que le refus d'installer l'application de traçage ne doit pas mener aux conséquences défavorables pour des individus. Alors, je regarde le temps et je pense que j'ai voulu parler un peu sur les transparences dans le processus de traitement des responsables de traitement, limitation des objectifs, minimisation des collections des données, stockage, exactitude, intégrité et confidentialité, mais je pense que je vais passer vite aux conclusions. Donc, on peut dire qu'il reste quand même plusieurs obstacles. En premier lieu, on a le comportement humain. Il y a une dépendance sur les gens qui ont testé positif d'enregistrer leurs résultats dans le système de traçage. Et il se peut que certains ne le feraient pas par peur de perdre leur travail, par honte ou pour d'autres raisons. Dans une certaine mesure, la possibilité de tests ou analyses et des décalages dans la disponibilité des résultats ont aussi sapé les applications de traçage. En dépit de nombreux téléchargements, la valeur ajoutée des applications de traçage dans la lutte contre le Covid-19 reste à voir. Aucune étude scientifique a testé si elles peuvent réduire la transmission du virus. Et les protections de sécurité nécessaires rendent difficiles les moyens disponibles pour les pays de les évaluer. En outre, les applications de traçage n'auront pas d'impact sur SARS-CoV-2, sauf si assez de gens avaient confiance en des applications et la sécurité de les télécharger et si les résultats étaient disponibles rapidement. La pandémie a créé beaucoup de défis médicaux, juridiques et bioéthiques mondiaux en raison de ses conséquences sanitaires et sociales pour la santé publique. Liée à cette problématique est la constatation que le risque d'une cyberattaque provoquerait une fuite de données et que c'est trop élevé. Le stockage central est susceptible aux attaques de piratage et les possibilités de diffusion des données confidentielles et des conséquences nuisibles pour tous les utilisateurs de l'application. La technologie de Bluetooth est connue pour sa susceptibilité pour les cyberattaques. Et les applications de traçage utilisent le pseudo-anonymisation qui pose des risques si les mauvais acteurs accèdent aux données. En plus, la sécurité dépend de la qualité du smartphone. Bref, l'efficacité et la sécurité de ces applications restent à être prouvées. Les applications de traçage constituent un sujet complexe sur plusieurs aspects, y compris la difficulté de comparaison entre différents pays. Vous avez vu comme chaque pays a vraiment développé leur propre application, même si c'était, ils ont commencé du même modèle décentralisé au début. Je sais que c'est pas le cas. Il y a aussi des exemples comme nous avons vu des approches centralisées. L'autre difficulté, c'est que le bilan scientifique est mitigé et il y a des conséquences profondes pour l'éthique et la gouvernance. La collecte des données personnelles, particulièrement dans la catégorie spéciale, pose des risques potentiels dans les domaines de la vie privée, l'égalité et l'équité. Même si les applications de traçage sont temporaires, le déploiement rapide des technologies de traçage risque de créer des dossiers instables et permanents qui touchent la santé, la localisation et les contacts des gens sur lesquels ils ont peu de contrôle. Merci pour votre attention. Alors, je vois que le débat est intense sur les pros et les contre centralisés, décentralisés. Pierre, qui a fait une remarque très intéressante, Pierre que je salue, sur les possibilités techniques de dévoyer l'utilisation de cette application dans des buts qui peuvent être d'éliminer des candidats dans des épreuves sportives, qui peuvent être de pousser à des gens à
d'amener des gens à être déclarés comme cas contact alors même qu'ils ne l'ont pas, et ce, dans un intérêt qui n'est pas du tout lié à la lutte contre l'expansion de la pandémie. Alors, c'est tout à fait juste. Je vous invite à lire à appuyer sur le lien et à lire l'article qui a été fait. Il y a quand même une mesure, il y a quand même un point qu'il faut rappeler, c'est que les gens qui sont dans cette application et qui, à un moment donné, sont détectés comme des cas contacts, n'ont à ce jour aucune obligation légale de se confiner, aucune obligation légale de s'isoler, etc. Donc, on reste sur des bases volontaires. Ce qui me permet de mitiger en fait le risque de dire oui, effectivement, un cas contact peut être amené à être isolé alors même que c'est un cas contact frauduleux en quelque sorte. Il y a des pays où on force les gens à être isolés par la loi, c'est pour le moment pas le cas dans nos pays. Donc cette absence de contraintes coercitives par l'État, de mon point de vue, est quand même quelque chose de rassurant. Alors, il y a d'autres questions qui sont posées sur le transfert ou l'accès par Google, des entreprises américaines aux données. Effectivement, le sujet est ouvert. Malheureusement, c'est pas ici qu'on va pouvoir prendre position sur les plus et les moins. Je crois que les deux, et il suffit de lire le fil de questions qui sont tombées, les deux solutions ont des avantages. La centralisation permet d'avoir la sécurité dans les mains d'une seule personne. La décentralisation peut-être entraîner des accès par d'autres applications du téléphone à des tiers, peut-être même à des tiers qui seraient situés en dehors sur des territoires tiers. Donc voilà, je pense que l'objet n'est pas ici, et vous avez vu l'approche que j'ai et celle d'Emma ne sont pas tout à fait non plus les mêmes. Nous, ce qu'on a souhaité aujourd'hui, c'est vous présenter des solutions, faire une analyse par rapport à la protection des données et les garanties qui sont aujourd'hui données par ces différentes apps qui sont développées par des États sous le contrôle et dans le respect des directives de la Commission européenne. En tout cas, de mon point de vue, en tant qu'avocat, me semble parfaitement conforme aux exigences du RGPD. Donc, compte tenu de ce qu'on voit, du nombre de gens qui vont dans les hôpitaux pour se faire soigner, et de l'affluence dans les services de soins intensifs, je pense que ces outils sont des outils qu'il faut envisager, qu'il faut utiliser avec sans avoir un sentiment particulier de se faire géolocaliser, pirater, etc. Je vous invite simplement à l'occasion à demander, à exercer votre droit d'accès sur les données vous concernant auprès d'un certain nombre d'opérateurs qui ont des apps sur votre téléphone, et vous verrez qu'en termes d'intrusion dans vos vies privées, il y a des opérateurs privés qui vont beaucoup plus loin que ce qui est aujourd'hui mis en place par les différents États en utilisant ces apps. Alors, Emma, est-ce que tu veux encore dire un mot? Oui, en fait, oui, pour ajouter un peu à ce que vous avez dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on compare la situation maintenant par rapport au début de la crise sanitaire, maintenant, on a beaucoup plus d'informations. Donc, c'était seulement en septembre qu'il y a quelques études scientifiques où ils ont vraiment comparé des applications de traçage dans plusieurs pays européens. Maintenant, il y a pas mal d'informations. Alors, si ça vous intéresse de vraiment voir si un pays ou un autre a une politique pour les RGPD ou comment ils ont développé leur app. Maintenant, ces informations existent. J'ai mis à la fin de la présentation, j'ai mis quelques références. Donc, c'est clair que on est dans une situation floue. Ce qui est intéressant du point de vue du RGPD, c'est que vraiment, au cours de la crise sanitaire, on voit que c'était un avantage qu'on avait un ensemble de règles et bref, Google et Apple, quand ils ont développé leur protocole décentralisé, c'est clair qu'ils ont répondu en quelque sorte à nos ensemble de règles dans le RGPD. Et c'est vrai que le problématique, c'est que
au début, on ne savait pas qu'on avait ce phénomène de transmission asymptomatique. Donc, au début, beaucoup de ces applications ont été développées en pensant qu'on n'avait pas la chance de passer l'infection à une autre personne avant le 5e jour. Maintenant, on sait que c'est plus le cas, mais en fait, l'accélération et le développement des apps est pas tout à fait en fait, n'a pas suivi le même, en fait, la même mélodie, si vous voulez, que nos connaissances de cette maladie. Donc, c'est très bizarre le phénomène que nous observons, mais en même temps, je pense que c'est très intéressant parce qu'on voit maintenant, il y a beaucoup d'études scientifiques, de prise de position dans le monde scientifique, dans le domaine de l'éthique, aussi médico-juridique. Donc, vraiment, il y a un débat dans plusieurs disciplines et ça informe le développement de ces applications. Donc, je pense que ça reste un sujet très intéressant à suivre et que probablement dans une an, nous saurons plus si ça aide ou si c'était un expériment intéressant. Alors, pour conclure, vous voyez, c'est des sujets qui sont passionnants, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue légal. Donc, que vous soyez simple citoyen soucieux de vos données personnelles, que vous soyez DPO, CISO, que vous soyez dans le legal ou dans le technique, je ne peux que vous inviter à rejoindre la PDL. Il y a différentes commissions selon les thématiques qui existent. Vous pourrez trouver de quoi débattre avec des spécialistes au sein de cette association et participer pour le Grand-Duché au traitement, à la sensibilisation et essayer en tout cas d'avoir un impact sur la manière dont les choses sont organisées et dont les données personnelles sont utilisées au Grand-Duché. Donc, il y a un site apdl.lu, je vous invite à vous y connecter et à envoyer votre demande d'adhésion à l'association. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Alors, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.